des appréciations différentes, nuancées, exprimées sur le fonctionnement actuel du service diplomatique européen, reviennent en réalité d'une chose, c'est la dualité de vision qu'évoquait tout le monde dans son introduction et qui a toujours existé dans les affaires européennes. Mais c'est particulièrement patent s'agissant des raisons pour lesquelles on a voulu mettre en place ce service diplomatique européen. Thomas l'a rappelé, mettre en place ce service diplomatique, c'est une ambition française de très longue date. Et quels étaient les objectifs? Le premier d'entre eux était la continuité. S'il y a un domaine dans lequel la succession des présidences tous les semestres posait un problème de crédibilité et d'efficacité vis-à-vis du reste du monde, c'est bien la politique étrangère. Donc, le premier objectif, c'était de la continuité. Le deuxième objectif, c'était la cohérence. Il existe de très nombreuses actions extérieures de l'Europe, la communauté de l'Union. Christian Lequel a évoqué la capacité normative, de production normative. Il y a le développement, il y a le commerce, il y a tous les domaines dans lesquels il y a une activité externe de l'Union. Et ce qui était, avant la création du service diplomatique commun, la politique extérieure. Tout ceci était éclaté, sans coordination, sans cohérence. Donc, le deuxième objectif, c'était celui-là, introduire de la coordination et de la cohérence. Essayer de faire de l'Europe un acteur capable de maîtriser toute la panoplie des instruments d'action extérieure. Et le troisième objectif, en tout cas dans l'esprit français, c'était d'introduire sur tout cela un pilotage politique. Le sous-entendu, c'était considérer que l'action extérieure gérée par la Commission était exclusivement technique, non éclairée par une analyse stratégique et politique. Et ce que nous voulions, c'est, à travers la création de ce poste de représentant, à travers la mise sur pied d'un nouveau Conseil des affaires étrangères, introduire un pilotage politique. Mais en réalité, l'ambiguïté forte, c'était que pour certains, il s'agissait de bâtir progressivement une politique étrangère commune, alors que pour d'autres, il s'agissait avant tout de rendre plus efficace l'action extérieure de l'Union. Et tout le débat est là aujourd'hui. On évoquait tout à l'heure implicitement les réticences britanniques. Le homologue britannique me disait il y a quelques semaines que nous commentions les performances du service diplomatique de manière mesurée, nuancée, comme on l'a fait à l'instant. Et il me disait, n'oubliez jamais que, by our standards, le service diplomatique en fait déjà beaucoup. Et c'est ça la réalité de la perception. On le retrouve s'agissant des missions que l'on donne aujourd'hui aux délégations de l'Union. Le débat est en cours sur le périmètre de leurs attributions. Pour nos collègues britanniques, soutenus par beaucoup d'autres, les délégations de l'Union qui se sont mises en place à un des succès du service diplomatique européen, elles remplacent les anciennes délégations de la Commission et elles remplacent simplement l'État membre de la présidence dans son travail de coordination. Mais ça ne remplace rien d'autre. Ça ne remplace pas les politiques étrangères des États membres. Alors bien sûr, on peut essayer, et c'est notre objectif, d'aller plus loin dans le sens de la mutualisation de certaines tâches et de certains domaines. Ceci a été évoqué à plusieurs reprises pour un sujet comme par exemple la matière consulaire. Très bon exemple, très beau sujet. Il existe une politique commune des visas, il y a un espace Schengen de libre circulation. Le principe de la protection consulaire que l'on doit aux ressortissants communautaires s'applique en principe sans discrimination de nationalité. Eh bien, c'est un très bon exemple de fonction que l'on doit pouvoir mutualiser au niveau d'une délégation de l'Union européenne. Refus absolu d'une majorité des partenaires. Pourquoi? Parce que, pour certains, la matière consulaire, c'est précisément